Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous démarrions cette séance du Conseil municipal, le quorum étant atteint. J'ai reçu deux pouvoirs, le pouvoir de Marc Lebrun qui le donne à Serge Baillet et le pouvoir de Laurence Beccarelli qui me donne son pouvoir. Et Jean-Louis Higuel pour Anne-Valérie Sédille. Parfait. Nathalie Houlier se propose d'assurer le secrétariat de cette séance. C'est tout bon, Nathalie? Parfait. Donc, avant de commencer l'ordre du jour, je tenais à vous souhaiter une très très belle année 2021, à toutes et à tous et à vos proches. J'espère que très rapidement, nous pourrons reprendre un cours de vie normal. Le rapidement, à mon avis, ne sera pas avant la fin du premier semestre de cette année, mais j'espère qu'on pourra se travailler, vous allez dire, normal et se réunir normalement dans les mois qui viennent. Du coup, je vous propose de débuter l'ordre du jour de ce conseil municipal qui, au point 1, appelle une délibération relative à l'autorisation d'engagement des acomptes sur les subventions versées aux associations avant le vote du budget primitif 2021. Vous le savez, c'est une disposition du Code général des collectivités territoriales qui permet aux villes de pouvoir bénéficier d'acomptes avant le vote du budget. Le budget 2021 sera proposé au conseil municipal au mois de mars. Et là, il vous est donc ce soir proposé à la fois d'engager des acomptes pour le versement de subventions et dans la délibération suivante, d'engager le versement d'acomptes pour des crédits d'investissement. Ce soir, trois structures ont été retenues. Il s'agit de l'EPIC Office de tourisme pour un montant de 20% des subventions que nous versons habituellement, c'est-à-dire 113 700 €. L'USD pour 40 000 € selon la convention qui nous lie à l'USD jusqu'à la fin de cette année. Et le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, pour un montant de 30 000 €. Et ces 30 000 € ont été évalués par les services du CCAS. Donc nous sommes sur un total des acomptes de subventions versés aux associations qui est de 203 700 €. C'est une délibération qui a été vue par la commission finances. Je ne sais pas si elle appelle des remarques de votre part. Anne-Valérie Sédille. Il doit y avoir un micro qui peut circuler. Parfait. Merci, monsieur le maire. Merci. Et ça marche pas? Si, ou ça va marcher. Bonsoir, voilà, ça marche. Parfait. Moi, oui, j'ai une petite question. Les trois associations ont été retenues. Est-ce qu'il y a un critère particulier? Et je pensais notamment à la subvention qui est qui est importante pour cette association, pour la MMD. Et est-ce que ça les empêche pas dans leur fonctionnement de ne pas avoir été retenues peut-être que... Alors, c'est les associations où il y avait des versements qui devaient se faire avant mars, notamment pour l'USD. Je crois que dans la convention de la MMD, il n'y avait pas ce critère de date. Donc, en fait, ça ne devrait pas leur poser de problème de fonctionnement. S'il devait y en avoir qui viennent par la suite, on adaptera, on reprendra une délibération. Mais là, c'est vraiment les associations ou les structures, je pense notamment à l'EPIC et au CCAS, pour lesquelles on avait des versements qui étaient prévus avant mars. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Ah. Très bien. Donc, une abstention de Jean-Louis Higuel. Je le répète, comme ça au moins pour l'enregistrement, ça sera plus simple. Parfait. Donc, le point 1 est adopté. Donc, le point 2, je l'ai expliqué en préambule de la délibération numéro 1. Il s'agit d'autoriser des engagements sur les crédits d'investissement également avant le vote du budget primitif 2021. Il s'agit notamment de dépôts et cautionnements reçus pour un montant de 3 842 €, qui est généralement le remboursement des cautions quand on prête des clés, etc. Des subventions d'équipement à hauteur de 10 000 €, c'est la poursuite des dispositifs prime vélo. Des études diverses pour un montant de 95 439 €. Des acquisitions d'immobilisation et aménagement de bâtiments pour à peu près 200 000 €. Et c'est notamment l'étude voirie qui devrait être lancée en début d'année. Et enfin, construction et aménagement de terrains divers
Pour 203 530 €, c'est notamment les marchés à bon de commande qui permettent à la ville de continuer à travailler, enfin au service de continuer à travailler sur des petits travaux. Donc nous sommes sur un montant de 512 811 €. J'ai oublié de vous préciser que le maximum des crédits qui peuvent être ouverts avant le vote sont de 25% max, et on est loin de ces 25%. C'est également une délibération qui a été vue par la commission finances. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part? Bertrand Augustin? Ah, il y a peut-être un deuxième micro qu'on peut faire passer. C'est bon. Non, ça suit. Ça marche. Oui, bonsoir. Une remarque sur les 2 points, notamment par rapport au report du budget. On était très attaché à ce que le budget soit voté rapidement. Donc, je crois que vous avez précisé que ce serait mars, et donc on aurait le débat d'orientation budgétaire. En tout cas, c'est ce qu'on a échangé, c'est ce sur quoi on a échangé en commission finances. Débat d'orientation budgétaire en février. Et ça nous emmène déjà sur les délais les plus tardifs qu'on puisse avoir dans ces mesures, puisqu'il faut effectivement que le budget soit applicable au 15 avril. Oui. Tout à fait. Et le choix d'avoir un budget au mois de mars, évidemment, on ne souhaite pas le reproduire dans les futures années, mais cette année étant un peu particulière au regard de la crise du Covid, nous attendions de voir également comment les choses allaient évoluer en début d'année, notamment au regard d'un de nos financeurs, j'allais dire, ou en tout cas de l'ouverture du casino. Et on voit aujourd'hui qu'on est sur une ouverture qui ne s'annonce pas, en tout cas avant au mieux la fin du mois. Quelques dates nous donnent même jusqu'au 15 avril. Donc ça nous permet également de pouvoir construire un budget, de pouvoir construire un débat d'orientation budgétaire avec les données que nous aurons sur l'année 2021. Même si l'État compense, on l'a vu en commission finances la dernière fois, on sait qu'on aura des impacts budgétaires forts sur l'année qui vient. D'autres remarques, Bertrand? On a étudié les impacts. C'est pas, effectivement, c'est un sujet et une préoccupation importante. Néanmoins, je pense qu'il est aussi important pour l'organisation des finances de la commune qu'on puisse le voter le plus tôt possible, et donc au plus tard, j'allais dire, le mois de mars. Tout à fait. Les circonstances nous imposent ce choix cette année, et l'année prochaine, nous essaierons de tenir le délai que nous avions jusqu'à présent, qui était soit le dernier conseil de décembre, soit le premier conseil de janvier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Jean-Louis Higuel s'abstient. Qui est contre? Donc, la délibération numéro 2 est adoptée. Délibération numéro 3, il s'agit d'une décision modificative sur le budget de l'établissement thermal. Donc, c'est l'annulation d'une dépense de 8 000 € qui était des charges à caractère général et qui, du coup, passe à 0. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette modification. Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Jean-Louis Higuel. Qui est contre? Donc, la délibération numéro 3 est adoptée. Le point 4, il s'agit de garantie d'emprunt pour un programme d'acquisition de logements sociaux. 8 logements sociaux sur l'opération Le Rivea. Donc, c'est l'opération immobilière qui se situe en face de l'école maternelle et de l'école primaire, le long de l'avenue Marcel Antonio, pour un montant de près de 1 9 302 €. C'est une garantie d'emprunt que nous faisons auprès de la société Solar, qui est un bailleur social. C'est des prêts qui sont relatifs à la fois à des prêts locatifs à usage sociaux, donc des prêts plus, qui sont une catégorie de logements sociaux, des prêts PLAI, donc qui sont une catégorie de logements sociaux qui s'appelle les prêts locatifs aidés d'intégration. Donc c'est les logements les plus aidés en fait dans le logement social. Au niveau du PLAI, ce sont des prêts qui aident à la fois le bâti et à la fois le foncier. Et ensuite, il y a un cautionnement sur les prêts de haut de bilan bonifiés de deuxième génération qui soutient l'effort d'investissement des bailleurs et qui les exonère qui leur présente un certain nombre d'avantages fiscaux importants. Je tenais à dire que cette délibération a été proposée à Solar, en fait, parce que vous le savez, généralement, ça nous est arrivé de prendre une délibération puis de revenir sur une délibération qu'on avait prise parce que la rédaction de la délibération correspondait pas aux attentes du bailleur social. Donc le bailleur social nous propose de modifier cette délibération, notamment en supprimant
l'article 2 parce que le contrat de prêt, qui est détaillé en fait dans le contenu de l'article 2, est joint à la délibération. Je crois que c'est cette modification. Il me semble que c'est les seules modifications que le bailleur Solar nous a proposées. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai oublié de préciser que, et on le fait généralement quand on parle des garanties d'emprunt des logements sociaux, aujourd'hui on a un capital garanti en cours sur l'ensemble des garanties d'emprunt des logements sociaux de la ville qui s'élève à 47 201 124 € et une annuité qui est aujourd'hui de 1 808 060 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas... Oui, Bertrand Augustin. Monsieur le maire, une remarque habituelle sur ce type de délibération. On est favorable évidemment à la délibération pour soutenir le logement social, mais tout en étant vigilant parce que 47 millions d'endettement pour la commune, c'est un montant important et qu'on n'engage pas à la légère, c'est pas ça. Mais si on a un bailleur social qui fait défaut, il faudra que la commune soit effectivement remplace ce bailleur pour l'remboursement des créances. Donc c'est un engagement qui est important malgré tout pour la commune. Tout à fait. Et c'est un engagement important, mais du coup nécessaire pour le soutien à la réalisation de logements sociaux. Et la ville a besoin de ces logements sociaux. J'ai une modification aussi sur l'article 1, c'est enlever le terme de garantie solidaire. Voilà, je savais bien qu'il y avait un autre élément dans la délibération. Donc ça deviendrait la commune accorde sa garantie à Solar, SAHLM, Logement Rhône-Alpes, Alpes-Rhône. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres remarques avec les propositions de modification qui ont été apportées, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Anne-Valérie? Personne ne s'abstient? Non, parfait. Donc, le point 4 est adopté. Le point 5, Véronique. On a son micro là. C'est bon? Ok. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, comme vous le savez, le 1er octobre dernier, le conseil municipal a créé une régie à autonomie financière pour la gestion de l'établissement thermal. Et dans cette délibération, il y avait la création d'un conseil d'exploitation composé de 8 membres. Donc, cet organe est uniquement à titre consultatif, puisque c'est le conseil municipal qui décide, est composé de 2 collèges, donc un collège des élus avec 5 membres et un collège de personnes qualifiées qui est lui composé de 3 membres, donc personnes qui sont normalement choisies en raison de leurs compétences techniques, mais pas que, je dirais, plus globalement dans le domaine du thermalisme. Donc, ce conseil d'exploitation, comme je vous le disais, a uniquement un rôle consultatif et il doit être consulté sur les dispositions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Il est prévu qu'ils se réunissent une fois tous les 3 mois et les séances ne sont pas publiques. Mais voilà, grosso modo, résumer cette délibération donc, qui fait suite à la délibération du 1er octobre. Et il vous est proposé donc, de désigner pour le collège des membres élus, donc Sophie Bertouka, Dany de Rennes, Daniel Masson et moi-même, ainsi que Mathieu Emery, donc, qui nous s'était porté candidat lors d'un précédent conseil municipal. Et concernant donc le conseil des personnes qualifiées, je vous propose donc Justine Marcoux de la Terrasse Fleurie, Alain Giraud, que plus personne n'a besoin, je crois, de présenter ici, et puis le docteur James Constant. Donc, le docteur James Constant est à la retraite depuis quelques semaines maintenant, et nous l'avons reçu la semaine dernière. Donc, il nous a confirmé son accord pour faire partie de ce conseil d'exploitation. Donc pourquoi ces 3 personnes? En fait, moi j'ai voulu qu'on se mette à la place d'un curiste, et un curiste est un client puisqu'il va consommer des biens à Divonne. Et là, on est dans son parcours, un peu dans un parcours client, avec on prépare en fait son arrivée, on l'accueille à Divonne, et puis après, je dirais, on essaye de le fidéliser.
Donc, le conseil de régie, d'exploitation de la régie, donc moi j'essaierai de faire une réunion d'ici une dizaine de jours, donc pour faire le point déjà sur les différents travaux et les différentes stratégies que l'on a mis en place pour arriver à redynamiser l'établissement thermal, dont l'ouverture, je vous le rappelle, est en théorie prévue pour le 1er mars prochain. Merci Véronique pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération et ce conseil d'exploitation? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que l'on passe au vote. Qui s'abstient? Anne-Valérie? Jean-Louis. Donc abstention de Jean-Louis Higuel. Qui est contre? La délibération numéro 5 est adoptée. Le point 6, il s'agit d'aménagement du territoire. Serge Baillet. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une cession à l'euro symbolique de la copropriété Les Terrasses de Divonne, programme de la SEMCODA, au profit de la commune de Divonne, pour ce qui concerne un morceau de voirie. Et nous sommes donc sur le secteur de la Combe de l'Eau, à côté du programme European Home et à proximité de l'ancien projet immobilier qui a été abandonné, Objectif Pierre. En 2013, il y a eu un accord de principe entre la commune et la SEMCODA pour la rétrocession d'une voie intérieure au programme immobilier, qui s'appelle donc les Terrasses de Divonne. L'objectif était de relier la Combe de l'Eau à la parcelle communale B914, qui est un chemin déjà propriété communale, donc. Et en 2014, cela s'est concrétisé par une promesse de vente signée en ce sens, sous réserve pour la SEMCODA d'obtenir le permis de construire. Cette conformité a donc été obtenue par la SEMCODA à l'été 2020. Il convient donc maintenant de prendre une délibération pour régulariser ces accords afin de rendre l'acte conforme au cadastre, objet de la cession. Je précise que le 24 décembre dernier, la cession a été validée en Assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Divonne. Il est à noter donc que cette voie est livrée avec l'enrobé existant, que la commune prend en charge l'entretien existant, mais à l'exclusion de tout autre engagement, y compris le déneigement qui ne sera pas supporté par la ville. Les frais d'acte sont à la charge de la commune, la SEMCODA ayant elle-même supporté les frais de géomètre à l'origine du permis de construire. Je vous propose donc, vu l'ensemble de ces points, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents référents à ce sujet. Juste une précision, il y a une erreur dans le titre de la délibération. C'est la voie d'accès à la commune, je pense, plutôt qu'à la copropriété. Oui. Voilà. Donc, je tenais juste à le préciser dans le titre de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui reprend la délibération qui avait déjà été prise en 2013? Juste Bertrand. pour reprendre dans l'ordre, parce que vous êtes allé un peu vite, moi sur la délibération précédente, j'avais un souci avec les annexes qui ne correspondaient, semble-t-il pas, je n'ai pas compris en tout cas, en quoi ça correspondait à la délibération. Sur les annexes. Alors, ce qu'on vous a transmis, la promesse synagmatique de vente. Non, sur la délibération précédente, le point numéro 5. Pardon. Oui, Pardon. il y a une erreur sur les annexes de la délibération numéro 5, excusez-moi, qui sont en fait un tableau des effectifs de l'EPIC, de service communication de l'EPIC, qui à mon avis sont à voir avec une délibération qui va être la délibération numéro 9 et qui ne seront pas les bonnes annexes sur la délibération numéro 6. Donc, ça, numéro 5. Donc, qui n'ont rien à voir avec la délibération numéro 5. Parfait, c'est ça. Ok. Où il n'y a pas d'annexe. Sur le point numéro 6 maintenant, j'avais sollicité de la part des services, enfin, du cabinet, un plan cadastral pour voir figurer la parcelle communale, qui en fait n'est pas directement desservie par le chemin, c'est ça? Je crois que vous avez reçu ce plan. Je vous pose la question parce que moi, ce que j'ai compris du plan, puisqu'on n'a pas eu le temps ni de le commenter, ni de le regarder, comme je ne suis pas un expert en plan, je peux me tromper, il me semble que la parcelle est de l'autre côté du ruisseau. Du Clésé. Il y a une parcelle de l'autre côté du Clésé. Et donc on ne la dessert pas directement, c'est ça? Et je crois que ce chemin fait le lien. Enfin, vas-y Serge. Non, mais Non, vas-y. ce chemin fait le lien avec le chemin appelé chemin du Pedé, qui est la parcelle B940. Aujourd'hui, donc vous avez une interruption depuis la Combe de l'Eau qui longe en fait tout le programme du Pedé, de ex-programme de la SEMCODA.
Ça, c'est une voie privée qui a été, c'est donc l'objet de cette session que d'être rétrocédée à l'euro symbolique et qui nous permet de faire le lien avec le prolongement de ce chemin, B940, qui lui poursuit le long du ruisseau. D'ailleurs, qui descend après, vous avez une longue parcelle qui est communale et qui descend jusqu'au chemin du Clézé. Donc du coup, cette voirie nous permet vraiment de faire une jonction depuis la Combe de l'Eau jusqu'au chemin et jusqu'à cette longue parcelle qui descend jusqu'au chemin du Clézé, qui est communale et qui est une zone agricole. Si j'ai bien regardé la délibération et les éléments qui ont été fournis, la route qu'on achète, elle ne va pas jusqu'à la parcelle communale. Si, elle fait. La parcelle communale, c'est le chemin. C'est la B940. C'est ce chemin qui descend jusqu'au ruisseau et qui, arrivé là, vous avez une longue parcelle, forme de langue, qui descend à la verticale jusqu'au chemin du Clézé, mais qui est une zone agricole protégée. Donc, si vous voulez, depuis la Combe de l'Eau, avec cette parcelle qui est rétrocédée, on fait la jonction avec la parcelle B940, qui est ce chemin qui prolonge. D'accord, parce que sur les éléments qui m'ont été transmis, c'est la parcelle 215 qui est indiquée comme parcelle communale. C'est pour ça que j'avais un petit doute. C'est peut-être une erreur. 940, c'est une parcelle communale ? 940, c'est le chemin, c'est une parcelle communale. Et encore une fois, la voirie qui nous est rétrocédée nous permet, depuis la Combe de l'Eau, de faire le lien vers cette autre, si vous voulez, là où se termine l'aire de retournement de la voirie qui nous est rétrocédée, commence le petit chemin cadastré B940 qui est propriété communale, qui descend jusqu'au ruisseau. Et à partir de là, une longue parcelle, un peu en forme de langue, descend jusqu'au chemin du Clézé, qui est propriété communale également. Bon, alors je suis désolé, parce que c'est effectivement pas ce que j'avais sur le plan qui m'a été transmis, puisque la parcelle communale indiquée, c'était la 215, qui est de l'autre côté du Clézé. Non, effectivement, non, c'est une erreur. J'avais pas indication de la parcelle 940. Quoi qu'il en soit, et de toute façon, on est sur un chemin qui dessert en fait des programmes privés. On n'a pas, à ma connaissance, de perspective d'aménager de toute façon un terrain agricole qui serait la 215. Donc en fait, aujourd'hui, la commune prend possession d'une voirie dans un lotissement privé qui dessert un autre lotissement privé en cours de réalisation ou à réaliser. Et en ce qui nous concerne, on est contre, puisque même si aujourd'hui l'enrobé est fait et que le déneigement ne sera pas réalisé, il y aura de toute façon les coûts d'entretien de cette voirie qui seront à la charge de la commune, ce qui peut à terme de toute façon représenter des frais sur des voiries qui ne desservent que des projets privés. On le sait, l'objet, c'est pas tellement d'aller desservir une parcelle communale, parce qu'une servitude aurait pu suffire largement, et un chemin de terre suffisait aussi pour desservir une parcelle agricole. C'est davantage de favoriser l'implantation d'un nouveau programme derrière les logements SEMCODA. Et en ça, je ne pense pas qu'il y ait nécessité que la commune fasse l'acquisition de ce chemin. Non, ce n'est pas favoriser l'accès à un autre programme privé. Encore une fois, il s'agit de régulariser des accords qui ont été contractés en 2013. Le programme auquel vous faites allusion, c'est European Home. Il a été délivré en 2015, donc bien après ces accords. Et dans ces accords, il était prévu que la SEMCODA, une fois obtenu son permis et tous les accords, rétrocède à la commune. C'est ce qui s'est passé cet été 2020. Et à partir de là, on régularise ces accords et ces contrats prévus en 2013. Merci pour ces compléments d'information. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Mathieu Emery. Oui, au-delà de l'accord avec SEMCODA, moi, ce qui est toujours pas très clair pour nous, c'est quel est le bénéfice en fait pour la commune de l'opération. C'est-à-dire que ça va engendrer des coûts, donc on ne comprend pas quel est le bénéfice pour la commune de le faire.
Mais je crois que ça a été dit dans le corps de la délibération. Il y a un accord qui avait été pris par ce même Conseil en 2013. Aujourd'hui, il s'agit de réitérer l'accord qui avait été pris en 2013, qui était un accord qui avait été, à l'époque, discuté au sein du Conseil municipal. Donc, il ne s'agit pas de... Pour nous, il ne s'est pas s'agit de revenir sur les engagements du Conseil municipal qui avaient été pris en 2013 par rapport à la rétrocession de cette voirie de la SEMCODA à la ville de Divonne-les-Bains. C'était passé en conseil municipal en 2013. Oui. Ah, oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? J'ai compris qu'il y avait 2. Vous avez un pouvoir Isabelle Grosfilet est coincée sur la route avec des conditions météo compliquées, visiblement. Donc, elle est en retard. Peut-être qu'elle C'est arrivera. pas visiblement, c'est compliqué. Non, oui, c'est compliqué partout, y compris à Divonne d'ailleurs. Mais oui. enfin, c'est pas... et donc, elle doit être présente physiquement, mais ne l'est pas pour l'instant, donc on n'a pas de pouvoir. Ok, donc 2. Mais elle est contre. Hein, enfin, Oui, je me doute que vous avez un vote collectif. Sa volonté au conseil municipal. 2. Anne-Valérie? Non. Bon, donc une abstention? Bon. Donc la délibération numéro 6 est adoptée. La délibération numéro 7, il s'agit de la modification et de l'approbation du tableau des effectifs de la commune. Alors c'est une délibération que nous prenons chaque début d'année. Donc il s'agit de réactualiser le tableau des effectifs pour tenir compte du mouvement de personnel, notamment au titre des promotions internes et des recrutements en cours. Donc la collectivité dispose aujourd'hui de 152 postes ouverts et de 145 postes qui sont pourvus. Il y a 7 postes qui sont vacants, un poste d'attaché territorial, il s'agit du poste de directeur de communication qui a été ouvert et dont le recrutement est en cours. Il s'agit d'un poste de rédacteur territorial pour lequel il n'y a pas de recrutement. Il s'agit d'un poste d'adjoint administratif qui est un poste au sein du cabinet du maire. Il s'agit d'un poste de technicien, qui est notamment le poste de technicien voirie, un poste d'adjoint technique, qui est un poste d'agent d'entretien vacant depuis son départ en retraite, un poste d'ATSEM, qui est en cours de recrutement, et un poste à la police municipale, qui est un poste vacant suite à un départ d'agent. Le recrutement a été effectué, mais l'agent ne prendra ses fonctions que le 1er juillet prochain. Donc le tableau des effectifs présente une création de poste liée à la reprise en interne de la communication ville. Donc c'est un poste qui existait avant le transfert de la communication à l'EPIC. Donc on recrée le poste de direction. Mais les effectifs de service de la communication restent inchangés. Aujourd'hui, il y a 3 postes. Il restera 3 postes au final. Par rapport au tableau des effectifs du 1er janvier 2020, on constatait qu'il y avait 159 postes ouverts. Donc la différence, et ce n'est pas tout à fait les chiffres qui avaient été donnés en commission, je crois qu'on était à 149, donc on a refait des vérifications. Au titre de la promotion interne 2020, il y avait 7 postes qui avaient été doublés, pour des raisons qui en fait étaient des raisons internes, sur lesquelles les services RH n'avaient pas le résultat de la promotion interne et avaient indiqué les postes pourvus et inscrit des postes ouverts à la promotion. Donc les agents ont été nommés ou promus, donc les postes d'origine ont été supprimés, ce qui fait les 7 postes en moins. Il y a un poste d'attaché hors classe en moins, c'est le poste d'Emmanuel Acco, et un poste d'attaché au service communication en plus. Et on retrouve du coup la différence entre le tableau des effectifs de 2020 et celui qu'on vous propose de voter cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été vu en commission finance. J'ai apporté des précisions complémentaires sur ce tableau. Oui, Mathieu Emery. Oui, d'abord, merci. Merci de nous avoir envoyé les informations complémentaires, puisqu'effectivement, on avait besoin de clarification suite à la commission finance. Pour bien comprendre, sur les effectifs de police, par exemple, on avait l'impression qu'il y avait une création d'un 10e poste. Est-ce que c'est exact ou pas? Non, on est toujours au même nombre de postes. Donc on garde toujours 9 policiers. Toujours 9 policiers. Il y a un agent qui n'arrivera par contre qu'au mois de juillet. Un 10e? Non,
Il y a 9 postes ouverts. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'ils sont 8, parce qu'il y a eu le départ de Pierre Garot. Un recrutement a été lancé, un agent a été retenu, mais il n'arrivera que le 1er juillet. Donc les 9 postes seront pourvus qu'au 1er juillet. D'accord. Donc on reste à effectif constant sur la police municipale. Pour le moment, on reste à effectif constant. Et sur le total des effectifs, on reste aussi effectif constant ou il y a une création, ou il y a des créations, une ou des créations de postes? Le seul poste qui est créé, c'est le poste de directeur de la communication, enfin ouvert. Parce que c'est un poste qui avait été créé était existant au sein de la collectivité avant que la communication soit transférée à l'EPIC. Donc ce poste avait été supprimé, puis on le recrée aujourd'hui parce qu'on vous propose de reprendre en régie la communication. D'accord. Et quel rôle vous pensez donner à ce poste-là? Enfin, dans quelle mesure vous pensez que c'est justifié de créer un poste supplémentaire à ce sujet, compte tenu déjà des effectifs qui vont revenir à la mairie dans le cadre du transfert de l'Office de tourisme? Aujourd'hui, il manque un poste de directeur de la communication qui n'est pas transféré de l'EPIC parce que le poste, la personne qui a occupé ce poste n'est plus là, qui occupait ce poste à l'EPIC. Et donc, parce qu'on l'a licencié? Parce que son contrat s'est terminé, en effet. Et l'idée, c'est d'avoir un directeur, de remplacer ce poste-là, donc de créer ce poste qui, à mon avis, est utile à la direction de la communication de la ville au sein des effectifs de la mairie. Parce qu'il y a 3 postes qui sont transférés, c'est ça? Non, 2. 2? D'accord. Et donc on estime qu'on a besoin de 3 personnes à temps complet pour gérer la communication de la ville? C'est pas 3 personnes à temps complet, si vous l'avez vu dans la délibération. Oui, il y en a une à 70%. C'est 1 à 70%, et on estime que pour gérer la communication de la ville, on a besoin de 2,7 ETP. Okay. En fait, on n'augmente pas les effectifs qui se chargent de la communication. On reprend le nombre d'ETP qui étaient présents à l'EPIC. Donc on ne surdote pas le service communication par rapport à ce qui existe à l'EPIC. Oui, sachant qu'à l'EPIC, il gérait la communication de l'Office de tourisme et de la mairie. Et il y avait une personne supplémentaire même à l'EPIC, qui aujourd'hui reste à l'EPIC. Voilà. Okay. Donc notre position par rapport à ça, c'est que on ne partage pas l'opinion d'avoir besoin de 2,7 personnes pour gérer la communication de la ville, compte tenu des performances de la communication de la ville à date, en tout cas qui a été reconnue récemment encore comme apparemment remarquable, en tout cas digne de recevoir des prix. Et on préférait garder un effectif constant, en tout cas de ne pas faire de postes supplémentaires, au moins à titre expérimental dans un premier temps, d'autant qu'on a aussi un délégué à la communication, etc. Donc on ne manque pas de ressources pour gérer la communication de la ville. Et qu'en termes de priorité, compte tenu du contexte actuel, il y aurait certainement d'autres services qui bénéficieraient davantage de ressources. Très bien. Donc pour résumer, vous estimez qu'on peut gérer la communication de la ville de Divonne-les-Bains avec 1,7 ETP? Dans un premier temps, oui. Parfait. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Anne-Valérie, peut-être? Merci. Je voulais savoir, puisqu'aujourd'hui, la ville de Divonne, donc il y a les effectifs mairie, il y a un EPIC et une régie. Il y a une régie au niveau des termes. Oui. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible, alors ça, je pense que c'est du droit pur, un employé de l'EPIC peut être affecté sur une mission court ou long terme à la régie des termes, quelqu'un des termes peut aller selon un besoin. Est-ce que ça, c'est possible et c'est facile au sein de la ville de Divonne ou pas? Après, c'est les prestations qui peuvent être, que la régie des termes peut demander à l'EPIC. Donc, au regard de prestations qui sont demandées, il y a un agent qui travaillera sur les prestations demandées par la régie. L'EPIC est vraiment indépendant, en fait. Oui, mais ce n'est pas impossible de dire que quelqu'un des termes puisse aller ponctuellement... Il faut que ça soit contractualisé. Peut-être Véronique peut compléter. Sûr. Pour répondre en partie à ta question, donc, on a une prochaine commission tourisme, économie et thermalisme, et on verra notamment la position budget de l'Office de tourisme, et il y aura effectivement un point sur les prestations et les collaborations que l'Office de tourisme aura avec effectivement l'établissement thermal, et ce sera par le biais de prestations, mais on en discutera dans une dizaine de jours. Anne-Valérie, il y avait d'autres sujets? Non, c'est bon.
Parfait. Je vous propose du coup qu'on passe au vote. Une Bertrand. intervention, monsieur le maire, parce que d'abord, la première chose, je vous remercie des précisions qui ont été apportées, parce que la version est assez différente de celle qu'on a eue en commission la semaine dernière, où les chiffres n'étaient pas les mêmes, les postes n'étaient pas les mêmes non plus. Donc c'est important de le voir. Avec beaucoup de bonne volonté, je n'arrive pas à comprendre qu'on ait 10 agents de police municipale au tableau des effectifs et qu'on n'en ait que 9 en réalité. Alors, je sais qu'on a une difficulté de compréhension sur les tableaux d'effectifs. Ce n'est pas la première fois qu'on en discute au cours de cette mandature. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment on en met 10 dans le tableau des effectifs et qu'on n'en a que 9 en fait. Mais c'est pas très compliqué, c'est Franck Guillarme. C'est-à-dire que Franck Guillarme est encore dans une catégorie qui rentre dans la catégorie police municipale, mais aujourd'hui, il n'est plus présent physiquement sur le terrain pour travailler au sein des effectifs de la police municipale. Donc c'est pour ça qu'il y a 10. Alors ok, merci. C'est que je comprends bien le tableau, c'est-à-dire qu'il y a bien 10 dans le tableau, et on a été à 8, on repasse à 9, mais ça correspond bien à 9 policiers municipaux, tel que c'est l'effectif qu'on a historiquement. Actuellement. Ouais. Alors merci pour cette précision. Je voulais juste revenir sur le point et la création du poste en termes de communication. On peut se poser la question, et en tout cas on ne se l'est pas posé ensemble, de savoir s'il fallait ce poste-là, et c'est le point que soulevait Mathieu. Au-delà de ça, effectivement, avoir un tableau des effectifs, un tableau budgétaire des effectifs qui augmente, dans une année où les finances vont être particulièrement perturbées, impactées par les conséquences de la crise qu'on vit, et où on doit être exemplaire aussi, parce qu'on est sur une commune où les commerçants souffrent, où on a un certain nombre de nos concitoyens qui, effectivement, sont au chômage partiel, etc. Dans ce cadre-là, on a une difficulté à ce que les effectifs augmentent à la commune sur un poste qui est un poste rattaché directement au maire. C'est un poste particulier, il faut le préciser aussi. C'est un poste rattaché au cabinet d'ailleurs. Pas du tout. C'est-à-dire que le poste de la communication sera rattaché à la direction générale de la ville de Divonne-les-Bains. Parfait. Et je crois que 3 effectifs, les 2,7 ETP qui ont travaillé à la communication que nous avons fait à Noël pour les commerçants ont montré qu'il était utile d'avoir 2,7 ETP pour faire de la communication et de la promotion de la ville. Voilà. Non, il y a eu une communication aussi institutionnelle qui a été faite. Après, mais après, on n'est pas d'accord. Mouvement, nous, ce qu'on souligne, c'est une fois de plus, vous pouvez me dire que c'est 2,7 ou 3,6 ou 1,5, j'en sais rien, et on ne peut pas le savoir. C'est la création de ce poste dans un cadre budgétaire qui va être serré pour l'ensemble des effectifs de la commune, sur un poste qui est un poste particulier une fois de plus, puisque ça touche à la communication, et c'est vrai que c'est un sujet que vous aimez particulièrement, la communication. Oui. En tant que maire, alors je ne vais pas vous jeter la pierre, c'est dans l'air du temps, malgré tout. Au moment où effectivement on est en train de traverser une crise sans précédent, où on va voter le budget au mois de mars parce qu'on n'avait pas de visibilité sur le budget, créer un poste dans ce cadre-là, c'est particulièrement compliqué. On ne partage pas du tout le même avis. Donc on vous propose ce soir... C'est pour ça qu'on est dans l'opposition, il n'y a pas de problème. On vous propose ce soir de créer ce poste. Et il sera créé parce que nous sommes minoritaires. Et que nous avons eu ce débat au sein de la majorité avant de lancer le recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point numéro 7 ? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, Bertrand et Mathieu contre, Anne-Valérie et Jean-Louis. Jean-Louis Gall s'abstient. Donc, le point numéro 7 est validé. Le point numéro 8, il s'agit de la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est le système que nous avons mis en place en application du RIFSEP en 2017. Et aujourd'hui, ce système de rémunération a évolué au regard d'un décret de février 2020. Donc il s'agit d'ajouter à la délibération prise en 2017 3 cadres d'emploi, les ingénieurs, les techniciens et les assistants de conservation qui n'étaient pas au bénéfice du RIFSEP et notamment des cadres d'emploi cités dans la délibération de 2017. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le point 8 est adopté. Le point 9, abstention de Jean-Louis Higuel. Il n'y a pas d'explication à l'abstention. D'accord. Le point 9, Tidiane. Oui. Donc le point 9 est relatif à la reconduction
de l'aide à l'achat de vélos, donc prime vélo que nous avons testé entre octobre et décembre 2020. Donc nous souhaitons continuer à encourager nos concitoyens à être respectueux de l'environnement et donc de ce fait à opter pour des modes de transport doux. Et nous souhaitons donc reconduire pour l'année 2021 cette prime vélo qui permet d'acheter tout type de vélo à assistance électrique ou non et de mettre en œuvre un des engagements de notre programme. Donc sur cet élément sera discuté dans un peu moins de 15 jours au sein de la commission Trémode avec des analyses sur la période de test. Donc cette délibération a simplement pour but de permettre à Monsieur le maire de signer les éléments, les documents nécessaires pour poursuivre le projet que nous avons lancé. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Anne-Valérie. 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 Alors, il me semble, quand on a validé, je crois que c'était fin septembre, pour octobre, novembre, décembre, un budget a été alloué spécifique de 20 000 €. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on a un premier bilan en termes de demandes? Tout à fait. Donc, nous avons eu 40 demandes éligibles. Nous avons eu un peu plus de demandes, mais 40 étaient éligibles, pour un montant dépensé par la commune de 5 648,95 €. Et donc, ce qui fait un montant d'aide moyenne de 141,22 €. Alors, moi, je vais vous redire, c'est pour ça que je vais voter contre cette délibération. Pas du tout parce que je suis contre la mobilité douce et bien au contraire. Je vous avais envoyé à tous un email le 21 septembre dernier, vous rappelant justement que votre engagement de campagne numéro 14, c'était de créer cette aide, et je trouve que c'est très bien, mais il y a écrit noir sur blanc dans votre programme que c'était soumis à condition de revenus. Monsieur le maire, vous m'avez répondu et j'ai cru comprendre que vous avez quand même dit que je n'avais pas tort sur ma remarque. Et donc, encore une fois, je m'étonne qu'en fait, on aide sans aucune condition de revenus, que la commission Trémode, depuis, n'ait pas du tout acté En fait, on aide des personnes qui peut-être n'ont pas de besoin de revenus. Et je trouve vraiment qu'à Divonne, c'est dommage. Je me suis renseignée, il y a des villes en France, il y en a quelques-unes, et c'est souvent des budgets alloués au CCAS, des budgets supplémentaires, ou comme ça a été fait à Divonne, et ça a été super bien fait pour le permis de conduire. Est-ce que si la commission Trémode souhaite continuer à aider des gens qui n'en ont peut-être pas besoin, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, en 2021, allouer un budget spécial au CCAS qui pourrait aider des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo? Parce qu'encore une fois, je pense que quand on a 3 000 € pour acheter un vélo électrique, on n'a peut-être pas besoin de 200 € d'aide. Et je ne comprends pas vraiment qu'à Divonne, on fasse... Moi, il y a vraiment rien que dans le titre, aide, reconduction de l'aide à l'achat, on aide les gens qui ont besoin d'être aidés. Et c'est ça qui me contrarie un petit peu. Et j'aimerais bien, bon, si ça, il y a un budget dédié, enfin, j'allais dire tant mieux, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas, en plus de ça, au niveau du CCAS, avoir un budget qu'on utilise à bon escient? Alors, juste une précision. Donc, le point que vous soulevez vis-à-vis de l'aide conditionnée aux ressources a été évoqué à plusieurs reprises en commission Trémode depuis le mois d'août dernier. Nous avons constaté que les dispositifs liés au revenu fiscal de référence étaient en fait limitatifs par rapport à ce que nous souhaitions faire et ne permettaient pas de cumuler notamment. Donc, pour le dire autrement, l'accès à ce type d'aide par avec les règles gouvernementales, enfin étatiques, on limiterait grandement la portée de notre prime, puisque de mémoire, le revenu fiscal de référence qui pouvait être aidé ne devait pas dépasser, mes collègues de la commission Trémode, quelque chose comme 12 000 €. Enfin, c'était vraiment un montant relativement bas. Et donc, nous avons décidé, me semble-t-il, à l'unanimité,
de poursuivre sur ce biais-là. J'ai à l'époque discuté avec ma collègue Patricia Lotte pour effectivement voir, puisqu'on était dans une période de test, encore une fois, sur 20 000 €, nous pensions effectivement qu'il n'allait pas être totalement dépensé, et voir si une partie de cet argent pouvait être reversée exactement de la façon dont vous venez de le décrire. Donc pour l'instant, cette option ne figure pas dans la délibération. La délibération a simplement pour but ici de reconduire le principe. Comme je l'ai dit, pour des questions de timing, la commission Trémode ayant lieu le lundi 18, nous en discuterons là. Nous ferons peut-être évoluer la portée de notre prime. Initialement, il ne s'agissait que de vélos type adulte, donc peut-être ça évoluera, on discutera de ça. Et donc à cette occasion-là, il sera possible également d'aller dans le sens que vous décrivez, que personnellement je trouve très, très favorable. Voilà. Pour la partie en lien avec le CCAS, je pense que ce sujet peut être abordé en commission sociale, en commission du CCAS, puis voir si déjà il y a eu des demandes d'accompagnement du CCAS pour l'acquisition d'un vélo. Je sais pas, en fait, je ne sais pas, donc c'était ce que j'avais dû vous dire. Peut-être pas, hein. Je veux dire, c'est peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un vrai succès par rapport au permis. On sait tous l'année qu'on est en train de traverser et je pense que sincèrement, il y a peut-être des gens qui auraient besoin qu'on leur finance 100% de l'achat d'un vélo qui ne sera peut-être pas électrique. Mais parce qu'il y a des gens qui vraiment ont besoin de se déplacer dans leur quotidien. Et voilà, mais en tout cas, si vous affectez un budget, moi je vous en remercie d'avance. Très bien, merci. Juste pour votre information par rapport au type de vélo acheté, pour finir un peu sur les statistiques, pardon. Donc 56% des vélos sont des vélos classiques qui ont été achetés à propulsion humaine, 44% des vélos électriques. Voilà. Et la majorité pour le loisir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette... Mathieu Emery. Oui, donc nous sommes évidemment très favorables à cette mesure que nous avons tous portée de part et d'autre, dont on a effectivement beaucoup discuté. Donc Anne-Valérie, je comprends tout à fait ton point, mais on en a effectivement longuement parlé et on avait effectivement dit qu'on souhaiterait qu'en addition de ça, on ait un budget sur CS, donc je ne reviens pas sur ce point. On apportera aussi notre pierre à l'édifice. La mention qu'on voulait apporter, c'était aussi de se dire, de réfléchir en commission, la prochaine commission Trémode, sur comment rendre ce dispositif plus attractif. On n'a pas dépensé le budget qu'on avait alloué en 2020. On reconduit le dispositif en 2021, donc on souhaiterait inviter la commission la prochaine fois à se poser la question de comment lui donner plus de visibilité. Est-ce qu'il y a eu un effet de saison? Est-ce qu'il y a eu un effet de ampleur de communication derrière? Comment on arrive à vraiment avoir le succès escompté de cette initiative, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le concept. Donc notre envie, c'est d'aller plus loin et de se reposer les questions sur comment le rendre encore plus fructueux en 2021. Pour information, donc sur cet aspect de communication et informer nos concitoyens, donc j'ai personnellement été en contact avec l'ensemble des propriétaires de magasins vendeurs dans le PayJex. La plupart d'entre eux ont bien compris qu'effectivement tous les Divonnais n'étaient pas au courant et donc ont mis en place des affiches au niveau de leur caisse précisant cette possibilité, si on était Divonnais, de pouvoir bénéficier de ce que la mairie mettait en place. Ça a posé aussi d'autres problèmes parce qu'évidemment d'autres personnes n'étant pas divonnaises nous ont écrit en disant que voilà, elles trouvaient cette communication les dérangeait puisque leur commune, en l'occurrence, n'était pas capable de mettre en œuvre ça à l'heure actuelle. Donc nous avons répondu que le but pour nous est de faire un effet d'entraînement au sein du PayJex. Donc voilà. Et puis sur la diffusion de l'information, effectivement, c'est un point sur lequel travailler. Donc on a eu l'aide du service communication initialement. Je confirme que l'achat de vélo est un achat saisonnier. Donc entre octobre et décembre, ce n'est pas la meilleure saison. Je pense qu'entre mars et juin ou juillet, on devrait avoir des chiffres beaucoup plus importants. Voilà. Très bien. Donc la commission Trémode va continuer à travailler sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc Anne-Valérie, c'est un vote contre. Jean-Louis Higuel, est-ce qu'il y a d'autres votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc la délibération numéro 9
est validé. Je vous en remercie. Le point numéro 10, il s'agit d'une modification de la délibération relative à la délégation consentie au maire par le conseil municipal. Deux sujets vous sont proposés ce soir. Le premier, c'est permettre au maire de modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, qui ne figuraient pas dans l'arrêté qui a été pris en mai dernier. Et un autre point qui est la demande de subvention dans la limite de 5 millions d'euros. Ça a été un point qui a été discuté en commission finances. Ces éléments figuraient dans la délégation précédente, donc c'est-à-dire au dernier mandat. Ça a été un oubli de les mentionner quand on a pris la nouvelle délégation au mois de mai. Dans le processus des délibérations, il a été convenu que les commissions avec des thématiques culture, économie, thermalisme, urbanisme, Trémode, étudier les demandes de subventions auprès des organismes qui peuvent être le département, la région, l'État, l'agence de l'eau, je ne sais quoi. Et ensuite, ça passe également en commission finances pour une validation de ces demandes de subventions. Et ensuite, je pourrai adresser les demandes de subventions sans attendre le passage au conseil municipal, ce qui peut également laisser un peu plus de souplesse. On a présenté cette délibération à la commission finances qui s'est tenue début janvier. Il n'y a pas eu de remarques sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des remarques ce soir? Bertrand Augustin? Il y a deux parties dans la délibération. La première concernant un aspect purement technique, c'est de supprimer les régies comptables. Donc, il n'y avait pas de remarque particulière sur ce point-là, si ce n'est de faciliter la vie des finances de la commune, enfin du service finance. L'autre partie a été accompagnée d'un certain nombre de mesures, d'un process que vous venez de décrire, avec un passage en commission systématique dans les commissions thématiques, puis en commission finance, et ça convient, puisqu'effectivement, dans ce cadre-là, pour demander des subventions, ça nous paraît effectivement bien qu'on puisse avoir un peu plus de latitude dans la démarche en tant que telle, à partir du moment où elle est validée par les commissions et par la commission finance. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point 11 est validé. Le point 10, pardon, est validé. Le point 11, il s'agit de la reprise de la communication ville. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est le transfert, le retour de la communication en régie, donc c'est-à-dire qui réintègre les services de la ville de Divonne-les-Bains à partir du 1er février 2021. Donc pour cela, il s'agit de créer 2 emplois nécessaires au fonctionnement du service. Donc un poste de chargé de mission communication qui relève du grade d'attaché territorial à temps complet, on l'évoquait tout à l'heure, et un poste de graphiste relevant du grade de rédacteur à temps incomplet, donc à 70%. Et donc, ces 2 agents qui ont été consultés ont donné leur accord pour intégrer les effectifs de la ville de Divonne-les-Bains. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Alors, les remarques sont celles qu'on a formulées un peu plus tôt sur l'effectif total du service et pas simplement les 2 transferts. Et puis sur effectivement le passé de ce service communication qui est finalement beaucoup chahuté, enfin transféré d'abord de la mairie vers l'EPIC, puis enfin vers l'office de tourisme, puis maintenant dans l'autre sens. Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais c'est sans doute un peu préjudiciable tant pour l'efficacité de ce service qui navigue beaucoup que globalement pour les agents qui y travaillent. C'est des points qu'on a déjà levés au dernier point, conseil municipal, c'était simplement pour rappel. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, j'étais troublé. Qui s'abstient? Non, on est pour, dans la mesure où c'est le transfert qui est organisé, on a les réserves qu'on a mis sur les postes, on l'a déjà signalé sur la partie précédente. Après le transfert, ça va dans le sens d'une efficacité. On avait levé des doutes, on avait émis des doutes, pardon, au moment du transfert vers l'EPIC sur le fait que la communication institutionnelle puisse être prise en charge par l'office de tourisme. Aujourd'hui, le service communication nous semble plus à sa place à la mairie, avec malgré tout cette particularité du fait que c'est un service, c'est pas un service comme un autre. Vous m'avez signifié qu'il était rattaché au DGS et pas au maire directement. C'est plutôt un point positif. J'en avais pas connaissance. Parfait, merci en tout cas. Donc,
Pas d'opposition. Des abstentions? Pas d'abstention. Donc le point 11 est validé. Le point 12, il s'agit des comptes rendus des travaux des commissions communautaires. Il n'y en a pas eu depuis le dernier conseil. Je crois qu'il n'y en a pas eu, en tout cas depuis le dernier conseil municipal, ce qui a peut-être permis de lire les comptes rendus des commissions passées. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques sur ces comptes rendus de commission. Bon. Tu as eu finance? De lendemain du conseil? Il y avait des sujets particuliers? Non, c'est la préparation du budget? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur le maire, parce que on suit les travaux communautaires avec intérêt, parce que ça impacte la vie de la commune. Je crois qu'il y a eu un conseil communautaire le 17 décembre, donc depuis notre dernier conseil municipal. Alors, je ne m'exprimerai pas sur la représentation de la commune à cette assemblée. Par contre, il y a un point qui impacte l'ensemble des Gestiens et les Divonnais aussi, en particulier, c'est l'augmentation de la redevance incitative. Du montant de la redevance incitative, avec des augmentations qui sont extrêmement importantes, puisqu'on parle de plus 7,4% pour les levées en porte-à-porte et plus 3,7% pour les levées en container. C'est d'abord le fait d'augmenter comme ça effectivement massivement après une élection. Je trouve ça toujours un peu regrettable parce qu'il s'agit malgré tout d'une taxe que supporte l'ensemble des ménages divonnais. Au-delà de ça, depuis des années, on a mis en place cette redevance incitative avec des efforts qui ont été consentis par nos concitoyens et qui ont été remarquables dans le tri, parce qu'on a des taux de tri qui sont particulièrement importants, y compris en comparaison d'autres secteurs en France. On a des taux qui sont importants. On a beaucoup de dysfonctionnements avec ce service. On n'arrête pas de remonter des containers pleins, notamment en commission technique, enfin des services techniques, pardon. Les dépôts qui se font aussi, qui dégradent nos villes. Et je vais aller plus loin parce qu'on commence à le voir dans Divonne, de plus en plus de containers semi-enterrés qui fleurissent devant les immeubles quand on s'attache à soigner le mobilier urbain, l'environnement dans lequel on développe notre ville et qu'on voit s'implanter des espèces de petits pustules comme ça qui montent devant les immeubles en général avec une clôture autour. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'image qu'on se fait d'une ville touristique comme Divonne. Globalement, c'est la punition pour les Divonnais et les Gestiens. On a un service qui diminue, puisqu'il y a de moins en moins de levées au porte-à-porte et que maintenant, il faut apporter ces ordures ménagères jusqu'au container qui peut être situé parfois relativement loin. On l'a vu aussi, d'ailleurs, pas que pour les ordures ménagères, mais par exemple pour le verre. C'est des sujets qui ont eu beaucoup d'émoi dans les copropriétés en particulier. Et en face de cette baisse du service, on a eu une augmentation du tarif, une augmentation importante et une augmentation d'ailleurs différenciée. Moi, je n'ai pas choisi d'avoir une levée au porte-à-porte, c'est la CAPG qui me l'impose et je vais avoir une augmentation plus importante que d'autres Gestiens qui ont un conteneur devant chez eux. Donc je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas entendu la commune de Divonne s'exprimer sur ce point-là. Moi, je souhaiterais effectivement qu'au niveau de la communauté d'agglomération, on puisse réévaluer cette politique qui a été, y compris parce que j'ai regardé le débat au cours du conseil communautaire, qui a suscité beaucoup de discussions et de remarques des élus de l'ensemble du pays de Gex. Et en face de ça, on a toujours un exécutif communautaire qui reste aligné derrière cette décision d'implanter des containers semi-enterrés partout sur le territoire, y compris lorsque ce n'est pas simple. Donc moi, je souhaiterais effectivement que le conseil municipal de Divonne puisse prendre en compte ces points, qui sont des points importants et qui impactent notre quotidien, pour que ça ne reste pas un simple point dans un ordre du jour du conseil communautaire. Mais je crois que ce n'est pas un simple point dans l'ordre du jour du conseil communautaire. Le débat qui se tient au conseil communautaire est aussi le résultat de discussions qui se tiennent en commission, et notamment la commission gestion et valorisation des déchets. Cette question de la tarification des ordures ménagères, cette question du déploiement des services ou des choix qui ont été faits suite à la mise en place de la redevance incitative. Et je rappelle, à l'époque, la délibération a dû être prise en 2013. On était une des premières intercommunalités du territoire français à mettre en place cette redevance incitative. Et justement, l'objectif de cette redevance incitative était d'améliorer
la gestion des déchets et le tri des déchets par les Gessiens, d'une manière globale. Et je crois même qu'à l'époque, le système qui visait à transférer le paiement de la TOM, qui était indexée sur la valeur locative, qui du pardon. Je ne reviens pas à la TOM. Vous pouvez, non, mais parce que je sais que ça a été aussi le débat. Mais si je peux finir, Bertrand, j'arriverai. Bon, je laisse finir, mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas la redevance incitative. Je le redis, les Divonnais et les Gessiens ont été remarquables sur le tri. Oui. Ce qui me pose problème, c'est l'arrêt d'élever au porte-à-porte, la baisse du service, et en face de ça, une augmentation du tarif. C'est assez clair. Mais je ne peux pas répondre comme je veux, en fait. C'est ça. Faites. Non, mais remonter la TEM, mais c'est pas... Non, mais c'est juste pour expliquer, parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, vous êtes dans le conseil municipal depuis longtemps, vous avez suivi ces débats, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, au sein de cette assemblée, chacun a l'historique du passage du choix qui a été fait sur la redevance incitative, et surtout sur l'aspect fiscal des choses, c'est un point, et derrière, sur le choix qui a été mis en place derrière de supprimer petit à petit le porte-à-porte pour faire des points de collecte collectifs, semi-enterrés ou enterrés totalement, et qui aujourd'hui pose un problème parce que le déploiement ne s'est pas fait totalement. Donc c'est les problématiques qu'on rencontre sur le territoire. Il y a une forte incivilité. L'augmentation du montant de la redevance incitative ne vise pas qu'à financer l'installation des conteneurs, elle vise aussi à financer un service qui coûte aussi aujourd'hui plus cher, notamment avec le développement de déchetteries à l'échelle du territoire. C'est notamment une déchetterie ressourcerie à Ornay. C'est la rénovation de d'autres déchetteries, et notamment celle de Peron, sur le territoire. Et aujourd'hui, le coût en fait, de ces déchets, enfin, en tout cas les recettes liées à la gestion des déchets, n'est pas suffisante pour financer les équipements nécessaires à la gestion des déchets. Donc, par contre, le système, et je suis le premier à le dire, ne fonctionne pas aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve dans notre commune, comme dans d'autres communes du Pays de Gex, avec des déchets sauvages de plus en plus importants. On se retrouve avec des points de collecte qui ne sont pas suffisamment entretenus, ou en tout cas où il n'y a pas suffisamment de levée avec des bacs pleins très régulièrement. On le fait aussi remonter régulièrement à l'agglomération. L'agglomération travaille actuellement sur une prestation complémentaire avec l'entreprise qui gère la collecte. Donc c'est une solution qui sera proposée en début d'année. L'agglomération du Pays de Gex se pose aussi la question de poursuivre ou pas le dispositif qui vient d'être mis en place. Donc c'est une discussion qui se fait au niveau du bureau exécutif et je crois de la commission gestion et valorisation des déchets. Et nous sommes assez soucieux à Divonne de voir comment le système mis en place peut évoluer pour répondre mieux aux besoins des usagers. J'ai souhaité que Daniel puisse siéger à cette commission et qu'il puisse également être présent dans le conseil d'administration du CIDEFAGE qui gère en fait aussi pour le compte de l'agglomération une partie de la collecte des déchets de notre collectivité. Donc on n'est pas inactif dans la gestion des problèmes locaux. On fait remonter les problèmes qu'on rencontre. On a eu un débat au sein de l'exécutif communautaire sur l'augmentation de la redevance incitative. Aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites, qui vont être faites pour faire évoluer le service. Et c'est comme cela qu'on arrivera à éviter à notre commune de se retrouver avec des monticules de déchets qui sont aujourd'hui pas à l'image d'une ville touristique et thermale en centre-ville ou ailleurs, vers la zone d'activité notamment. On a eu cet été toute une série de difficultés dans la levée des bacs, notamment vers le Carrefour Market. Voilà. Pour répondre à vos propos, la première chose, c'est que chacun peut regarder les débats du Conseil communautaire et prendre connaissance. Et ce n'est pas des sujets qui ont été débattus fréquemment pendant la dernière mandature dans cette Assemblée. C'est vraiment un sujet communautaire, donc si on veut être informé, il faut s'informer au niveau de la CAPG. Deuxième point, c'est que j'ai été choqué au cours de ce débat à Gex, enfin dans la salle du Conseil communautaire, de l'approche qui était une fois de plus une approche où globalement il fallait donner des éléments de langage aux élus communautaires pour que ça puisse redescendre dans les communes.
en rappelant qu'il y avait 17 millions d'investissements. Je vais le faire à votre place, comme ça c'est un peu plus rapide sur les déchetteries notamment. Oui, ce sont des montants importants, oui, ce sont des montants qu'il faut financer. Malgré tout, je vais parler en tant que citoyen, je ne comprends pas qu'on diminue le service, qu'on arrête l'élevé au porte-à-porte, parce que c'est ni bon écologiquement, ça fait que chacun va poser ses poubelles avec son véhicule plutôt que d'avoir un camion qui ne fait qu'un passage. C'est pas bon en termes de service et même d'emploi, puisqu'on a des habitants qui sont attachés finalement à ce service, et aller poser ses poubelles loin, ça peut être parfois compliqué, et d'ailleurs en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Et en face de ça, on a quoi? On a une augmentation de la tarification. Alors que ce volet tarification était caché pendant toutes les réunions publiques qui ont été faites, y compris à Divonne, en salle du Conseil, par les représentants de la communauté d'agglomération. Et une fois que les élections sont passées, maintenant on peut y aller. On augmente massivement les impôts, parce que c'est finalement un impôt, on n'a pas le choix de le payer ou pas. C'est pas un service optionnel, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc oui, je suis choqué par ces décisions qui sont prises un peu hors sol. Et c'est compliqué parce que c'est à vous, maire, de l'expliquer à vos concitoyens. Et moi, je vous interpelle ce soir, mais j'espère que vous serez interpellés par beaucoup dans la rue, parce que c'est pas une décision qui est simple à comprendre. Enfin, moi, je la comprends pas en tout cas. Mais je vous confirme, Bertrand Augustin, que je suis interpellé au quotidien sur ces sujets des ordures ménagères. Et je l'ai été depuis 1 année et demie que je suis maire, et je l'ai été par le passé en étant vice-président à l'agglomération du Pays de Gex. Très clairement, la décision d'augmenter le montant de la redevance incitative, vous le dites, ouais, c'est un impôt. On ne le fait jamais par absence, par une réponse à l'absence de travail pour trouver des solutions qui nous éviteraient d'augmenter l'impôt. Aujourd'hui, on est dans un schéma qui n'a pas laissé le choix aux élus d'augmenter les impôts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a également une recherche d'amélioration du service qui est faite par les services de l'agglomération du Pays de Gex pour justement éviter les effets désastreux de la mise en place ou de l'absence de mise en place de containers enterrés ou de containers semi-enterrés. Donc il y a un processus de travail qui se poursuit sur ces sujets, et moi je pourrais expliquer aux Divonnais, mais je le fais déjà, les raisons de cette augmentation de la redevance incitative. Mais comme il faudra, et vous ne l'évoquez pas ce soir, expliquer à un moment, quand les habitants du territoire recevront la taxe GEMAPI, qui est une taxe qui a dû être mise en place pour la gestion des risques d'inondation sur le territoire. Voilà. C'est à un moment, des collectivités prennent des charges, et elles doivent, pour exécuter ces charges, à trouver des financements. Et aujourd'hui, les financements de la collectivité, en tout cas de l'agglomération, ne permettaient pas de financer, sans augmentation d'impôts, la gestion des ordures ménagères. Juste une petite remarque, et là je souligne au moins la transparence du président Dunant sur ce point-là, c'est que vous parlez du schéma qui est en place et que vous subissez, mais notamment en tant que membre de l'exécutif dans la mandature précédente, vous avez été acteur de ces choix. Oui. Donc oui, il faut faire avec, il faut les assumer d'une part, parce que les choix ont été pris collectivement, et je ne crois pas que ce soit le président Bouillet qui les a pris tout seul à l'époque. Et aujourd'hui, pouvoir faire le constat que ça marche ou que ça ne fonctionne pas. Et moi, je vous entends, vous m'expliquez que ça ne fonctionne pas selon vous. C'est l'avis que je partage. Et je vais aller un peu plus loin. Quand je vois les conteneurs semi-enterrés, je sais que vous avez un œil affûté sur le développement de la ville, je partage cet intérêt, en tout cas, d'avoir une ville harmonieuse. Quand je vois les implantations de conteneurs en bordure de voirie, ça me pose un vrai problème. C'est pas ça la ville qu'on veut construire. Quand on parle d'architecture, etc., et qu'on finit un bâtiment en collant un conteneur semi-enterré devant, je pense qu'on se trompe. Donc qu'on fasse cette analyse-là, et je pense que vous êtes assez bien placé, Vincent Scatolin, pour porter cette parole-là à l'exécutif de la CAPG, qu'on fasse cette analyse. Mais il faut remettre, c'est ce que j'appelle, qu'on évalue cette politique publique, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens. Personne n'en est satisfait, ni les élus qui doivent passer le lundi matin et ramasser des mètres cubes de déchets au bord des containers, ni les citoyens qui vont aller porter leurs sacs, ni les contribuables, qui sont dans ce cas-là les ménages qui vont payer la redevance.
Donc on continue juste parce qu'on s'est engagé dans un schéma et qu'il faut aller au bout. Mais je crois que, je vous l'ai dit, il y a une évaluation qui est en cours. Je suis heureux de l'entendre. Je n'ai pas entendu ça dans le débat communautaire, hein, en tout cas. J'ai entendu des gens qui étaient bien accrochés et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on puisse le reformuler dans ce conseil municipal parce qu'il est important que tous les citoyens puissent s'exprimer sur ce sujet qui les touche directement. Tout à fait. Mais je vous rassure, il s'exprime assez largement là-dessus. Et même avant on est un petit peu là pour s'exprimer pour eux aussi. Donc, même donc avant l'augmentation de la redevance incitative ou de la collecte. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point 12 ? De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de vote. Oui, monsieur le maire, on n'avait pas de conseil. Enfin, finalement, il y avait une commission, visiblement, donc on n'a pas eu le compte-rendu. Et donc, c'est difficile de s'exprimer dessus parce que là, pour le coup, elles ne sont pas filmées, donc je ne peux pas. Dans le fonctionnement, je trouve que ce fonctionnement avec l'envoi des comptes rendus est difficile parce qu'on voit que finalement, ça touche assez peu les conseillers municipaux qui ont du mal à en prendre connaissance. Nous y compris, parce que d'abord le délai est court et qu'en général, les questions, elles arrivent un peu au dernier moment, donc en conseil municipal. Nous avions davantage apprécié la formule précédente qui était pour chaque représentant de la commune dans les commissions de faire un rapide résumé des points saillants qui sont d'ailleurs pas forcément toujours dans les comptes rendus. Je ne sais pas si à l'époque de la commission aménagement et transport, on aurait retrouvé aussi clairement dans le compte rendu l'augmentation du prix des bus telle qu'elle a été actée en fin de la dernière mandature. Donc voilà, c'est important que chaque représentant puisse remonter les points qui vont concerner les Divonnais, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, plutôt que d'avoir des comptes rendus qui sont envoyés, que finalement on lit ou on ne lit pas, et c'est pas forcément évident de réagir dessus en tout cas. Je ne sais pas si vous avez déjà accès en fait à l'extranet des élus. Alors les représentants au conseil de la ville, au conseil communautaire l'ont. Les représentants dans les commissions doivent l'avoir. Je ne sais pas si tout le monde l'a, parce que c'est généralement un moment. Enfin, les comptes rendus sont mis en place sur cette plateforme plus rapidement que les envois qu'on a pu vous faire. Je ne sais pas si vous l'avez. Isabelle doit l'avoir, je pense. Je crois que ça a été juste mis en place et je vois à côté d'elle le guide d'utilisation, donc on doit être au tout début. Non, mais enfin, ceci dit, après, voilà, Isabelle là peut-être, c'est important que tous les conseillers puissent avoir connaissance de ces comptes rendus, c'est une chose, mais je pense que le retour de chacun sur ce qui impacte précisément Divonne, c'est aussi une façon intéressante, de faire un retour sur ces commissions. Oui, on verra comment on fait évoluer avec le temps. Je propose qu'on se laisse encore un trimestre de fonctionner comme ça avec les comptes rendus, à condition que vous ayez tous accès aux comptes rendus aussi, avant qu'on vous les envoie. Et puis on verra comment on peut faire évoluer cette présentation par la suite. Moi, ça m'amuse d'être le seul à poser des questions, mais c'est un peu un exercice solitaire. Mais parce que vous les posez seul ici, après il y a des débats qui se font dans les groupes, il y a des échanges qui se font dans les groupes sur les commissions communautaires. Je vous propose qu'on passe au point 13, qui sont les comptes rendus des décisions prises en vertu de la délégation de compétences du 26 mai 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations? Anne-Valérie. C'est le convention de partenariat entre la mairie et la Versoix SARL. C'est en fait le service culturel, l'Esplanade du Lac. Pascal, tu... C'est pour l'accueil des artistes. Donc c'est une convention de partenariat avec Versoix Zénitude pour accueillir les artistes lorsqu'ils viennent faire leur spectacle ici. Oui. Il y en a pour 28 000 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces décisions? Ça en donné acte. Donc. Bertrand, vous avez une remarque? Je découvre qu'on a acheté pour des restaurants scolaires des purificateurs d'air. C'est dans quel cadre? Enfin, c'est dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. On a fait le choix de faire de l'acquisition de purificateurs d'air et une partie de ces purificateurs, une partie du coût est prise en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Sur l'efficacité, on a une idée ou pas? Alors, si on nous propose de les mettre en place, on peut estimer.
Et si on a eu des services qui nous ont précisé qu'il était intéressant de les mettre en place, j'ai estimé qu'il y avait une efficacité. D'accord. On voulait savoir si à un moment ou à un autre, on pourrait consulter la convention passée avec Zénitude. C'est ça? Ok, pardon. Et l'autre point, c'était sur la valeur du stock racheté à Velvital. C'était la même question qu'Anne Valérie, 28 000 €. D'accord, eh ben, très bien. Donc on a tout ce qu'il faut. Parfait. Très bien. Pas d'autres remarques. Donc, parfait. Nous avons reçu 2 questions écrites pour le conseil municipal sur la sécurité. Donc, c'est une question de Mathieu Emery pour le groupe Uni. Quel bilan pour l'arrêté du lac l'été dernier et quelles actions sécurité a envoyé en amont du conseil si besoin de confidentialité pour lutter contre les cambriolages? Ce que j'ai précisé dans un mail aujourd'hui envoyé à Anne-Valérie Sédi, c'est que la gendarmerie et la police municipale seraient présents au conseil municipal du mois de mars pour faire un état, comme ils l'ont fait l'année dernière, dans une salle de l'Esplanade sous forme réunion publique, l'état des cambriolages sur l'année 2020, les dispositions qui ont été mises en place et celles qui le sont aujourd'hui, parce qu'on a une recrudescence des cambriolages sur l'ensemble du pays de Gex. Sur l'arrêté du lac de l'été dernier, je le redis, il y a un travail qui va se faire en commission et il y a un bilan qui sera présenté de l'arrêté en même temps au mois de mars de cette année. Voilà pour la réponse. Et la deuxième question, c'est quel est le plan d'action précis pour la mise en place des conseils de quartier, incluant le calendrier des différentes étapes d'ici cet été. Donc la charte, Eric complétera mon propos, il vous sera proposé au conseil municipal de février de présenter la charte des conseils de quartier. Il y a un travail qui va se faire dans une commission pour discuter de la charte et des périmètres. Donc pour faire simple, on se proposait que ce soit la commission finance qui puisse, où chacun est représenté, qui puisse travailler sur ce point-là. Il sera ensuite, il y aura un appel à candidature qui s'affrait auprès des Divonnais à la fin du conseil municipal, fin mi-février, pour un retour qui puisse se faire avant la fin du mois de mars ou d'avril, j'ai plus la date en tête, mars, et une mise en place des conseils de quartier avant la fin du premier semestre 2021. Très bien. Sur le premier point, monsieur le maire, pardon, excusez-moi, mais oui. Je parlais de l'arrêté anti-jeunes du lac. Vous nous aviez promis un retour rapide sur l'efficacité, etc. On vous a posé la question oralement, donc vous n'aviez pas eu le temps d'y répondre. Là, on vous la pose par écrit. Je comprends que vous n'ayez toujours pas le temps d'y répondre, mais le mois de mars, c'est quand même assez tardif, surtout s'il faut prévoir la saison prochaine qui va commencer peut-être assez tôt. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait dans les timings qui étaient, dans les délais qui étaient expliqués au moment de la mise en place en disant on en tirera des conclusions au mois d'octobre. Aujourd'hui, on a, mais Yvon, que j'ai perdu, pourrez-vous préciser le nombre d'arrêtés? Mais je pense, j'ai souhaité que ce débat ait lieu en commission pour une raison simple, c'est qu'il y a des mesures qui doivent se mettre en place aussi, ou en tout cas des propositions d'actions qui doivent être mises en place. On a rencontré des associations, on l'a déjà évoqué. Sur l'arrêté anti-lac, plutôt sur l'arrêté anti-jeune, il n'est pas anti-lac, comme il est vous dites, anti-jeune. vous allez être content d'apprendre, parce que je peux vous donner les chiffres, qu'il y a eu 3 verbalisations qui se sont faites, et 3 verbalisations de personnes qui ne sont pas des jeunes, et surtout des verbalisations qui se sont faites plutôt en centre-ville qu'au bord du lac. Voilà. Donc il a été inefficace, l'arrêté. Donc, vous en concluez qu'il a été inefficace. Non, on en discutera, je ne sais pas. Mais et je vous en discuterai, je pense, en commission. C'était utile ou pas, c'était important. Voilà. C'est l'inverse. Juste pour vous redire, malgré tout, qu'il y a des habitudes qui ont été probablement prises, ou je ne sais pas, mais il y a des jeunes, enfin, on va dire des activités festives qui ne se sont peut-être pas déroulées au bord du lac, en tout cas qui se déroulent au pied de la montagne, notamment quasiment dans la forêt, où il y a des cadavres de bouteilles qui sont retrouvés chaque semaine en quantité importante. Ramassés par des promeneurs, heureusement, parce que sinon il y en aurait beaucoup. Donc il n'y a pas qu'au bord du lac que ça fait désordre de retrouver des bouteilles. Moi je trouve qu'en forêt, c'est pas non plus un endroit très propice. Et je m'interroge aussi sur le niveau de sécurité de ces gens qui ont ces activités festives dans la forêt. Donc, il y a plein d'autres secteurs dans Divonne
sur le lac, sur lesquels on a ces mêmes types de difficultés qu'on a connues cet été. D'où la réflexion globale à avoir et que vous aurez en commission pour faire une proposition qui sera partagée par le conseil municipal sur les dispositions à mettre en place pour l'été prochain. Alors, une petite question, j'ai pas compris dans quelle commission. Vous le savez très bien, Bertrand. Non, non. Parce que si je vous dis c'est la commission jeunesse, vous allez me dire « Ah, mais c'est donc l'arrêté anti-jeunes ». Ah non, 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 Voilà. pardon, non, je le retire. C'est pour aider la jeunesse, donc pour mettre en place des capitaines de soirée, etc. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, c'est la bonne commission. C'était pas un piège. Non, non, mais depuis le début, on le dit, mais à chaque fois que je le dis, vous me dites bah, c'est donc un arrêté Non, anti-jeune. Donc là, je n'osais plus le Oui, dire. je vous l'ai dit la dernière Voilà. fois, d'accord. Non, non, mais surtout que c'est pas anti-jeune. Hein. C'était au-delà de ça. C'était l'aspect sécurité au sens large et pas simplement prise en compte de la jeunesse. Et par exemple, le fait qu'il y ait des bouteilles dans la forêt, c'est pas forcément quelque chose qui relève de la commission scolaire et jeunesse. Je pense qu'il y a des acteurs. Enfin, après, il y a des commissions avec des thématiques. Cette commission, on avait décidé de travailler ces sujets dans cette commission parce qu'il y avait des associations, il y avait de la prévention à faire dans les écoles sur toute une série de sujets, notamment de sécurité. Et c'est pour ça qu'on avait dit avec Patricia Hoth que ce travail se faisait dans cette commission. Et du coup, je pense que c'est bien que dans cette commission, Yvan Racle y assiste, et qu'il y ait des propositions globales qui soient faites, que ce soit cette commission, que ce soit une autre commission. Je pense que le principal, c'est que les élus majoritaires et minoritaires puissent trouver un moment où ils échangent sur ces sujets de manière à faire avancer les problématiques. C'est exactement le sens de ma question, parce qu'il ne faut pas le limiter à la simple jeunesse. Et la sécurité est une vraie problématique, alors qui a été un peu mise sous cloche pendant les confinements, mais qui revient avec les cambriolages notamment. La sécurité routière, c'est aussi un sujet qui touche le quotidien de nos concitoyens. La mise en place de voisins vigilants, par exemple, peut être des réponses aussi sur ces aspects-là. Donc oui, je trouve que limiter à la commission jeunesse, c'est trop ciblé. Mais en tout cas, si on peut travailler sur les problématiques de pratiques festives au bord du lac de groupes de jeunes, tant mieux si on peut les aider. Au-delà de ça, la sécurité, il n'y a pas que le côté pédagogique et accompagnement. Mais je vous rassure, la sécurité, en tout cas, de mon point de vue, et dans ma position, n'a jamais été mis sous cloche. Les problèmes de sécurité ont été mis sous cloche pendant le confinement, pas la sécurité. Ouais, mais même les problèmes de sécurité. Je pense que on a eu quelques discussions, on est en lien quand même très très régulier avec la gendarmerie. Régulier, c'est toutes les semaines pour faire un point sur les problématiques qu'on a à Divonne. Et la question des cambriolages est un vrai sujet, vous le savez, mais il n'y a pas que la question des cambriolages. Il y a des questions de violence, il y a des questions qu'on rencontre dans une ville de 10 000 habitants et qu'on traite souvent directement avec la gendarmerie et avec la police municipale pour essayer de résoudre des problèmes quand ils peuvent être contenus avant qu'ils prennent une ampleur trop importante. Mais je pense que le fait d'avoir une commission avec la présence d'Yvan Racle qui permet d'avancer sur des sujets, ou en tout cas faire remonter des points qui aujourd'hui sont des points durs sur lesquels il peut y avoir des dégradations, il peut y avoir des déchets sauvages ou des fêtes sauvages qui peuvent se tenir. Je pense que c'est très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au mois de février. C'est le 16 février au conseil municipal, mais ça doit être dans l'agenda qui vous a été transmis avec l'ensemble des commissions. Bonne fin de journée. Comme quoi on progresse. Merci monsieur le maire pour cet agenda et merci à votre cabinet parce que